Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces vidéos afin d'être informé des prochaines sorties. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. J'ai hésité à parler de beaucoup de films, notamment Évanoui qui est sorti il y a pas très longtemps et qui est bien. Together qui est sorti il y a pas très longtemps et qui est beaucoup moins bien, qui est un peu un sous Else aussi. Mais vu que j'avais déjà parlé de Else, ça aurait fait un doublon. Et je tiens pas à m'enfermer dans un style particulier, mais plus à parler de thématiques qui me sont chères, comme je l'ai déjà fait sur des vidéos précédentes, notamment quand j'avais parlé de harcèlement, des suites, etc. Probablement que d'autres vidéos viendront, notamment sur les films d'horreur en 2025, parce qu'il y a eu des choses très intéressantes. Et il y a un petit peu un renouveau en termes de cinéma horrifique qui est en train de se produire et qui est plus que plaisant. Mais bref, aujourd'hui nous sommes ici pour parler de Alpha, le nouveau film de Julia Ducournau, donc qui fait suite, entre guillemets, à Grave et à Titane. Je suis rentré assez divisé au cinéma sur ce Alpha, puisque j'avais bien aimé Grave. Je n'avais pas été aussi dithyrambique que la critique l'était, mais j'avais bien aimé le film. Titane, au contraire, je l'ai détesté. Je considère encore aujourd'hui que c'est une escroquerie, que ce film, c'est littéralement 2 moyens-métrages que l'on a collés ensemble et que, juste, elle n'avait pas d'idée et qu'elle a collé ces 2 trucs-là parce qu'il fallait bien faire un film pour faire suite au succès de Grave. Voilà. Et donc, j'entrais sur la séance de Alpha avec cette idée en tête que, effectivement, le film allait être peut-être pas fou, voire même allait être très mauvais. Surtout que les critiques ont été assez dures avec ce film. Ce film divise vraiment, puisque j'en ai entendu du bien et j'en ai entendu aussi du très 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 mauvais sur Alpha. Donc j'y allais un petit peu avec ma calache chargée, prêt à dégainer sur le film. Et ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse en fait. J'ai adoré Alpha. Je considère même que c'est le meilleur film de Julia Ducournau et que c'est sur ce film qu'elle trouve définitivement son style, qu'elle trouve définitivement son équilibre dans la manière de raconter ses histoires, et c'est un film que je recommande chaudement. Et donc je vais devoir m'expliquer sur beaucoup de points. Déjà, Alpha n'est pas un film d'horreur, c'est un drame familial avec du body horror dedans. Très clairement. C'est-à-dire que le film a été vendu quand même pas mal comme étant un film d'horreur. Ce que je déplore tout à fait, c'est la manière de vendre ce genre de film, parce qu'il y a des éléments de body horror dans le film, très clairement, mais ce n'est pas un film d'horreur. C'est un drame familial. C'est un film qui parle de succession, c'est un film qui parle de traumas familiaux, c'est un film qui parle d'immobilisme, d'être bloqué dans sa vie, d'être bloqué dans un monde aussi. Et en gros, c'est un film qui va un peu mélanger tout ça pour justement se faire une métaphore d'une personne qui va être bloquée aussi par ses attaches familiales. Et c'est un film du coup qui va être extrêmement intéressant de par ses métaphores et aussi de par sa réalisation et la manière qu'il a de montrer les choses, qui est pour le coup très singulière. Donc pour expliquer un peu ce qui se passe dans ce film, on a affaire à une jeune fille, donc du nom de Alpha, qui donne son nom au film, qui a 13 ans, mais on va passer sur ce détail parce que pour moi, elle a plutôt une mentalité d'une fille de 15 ans, voire 16 ans. Clairement, elle n'a pas 13 ans dans ce film. Je ne pense pas. Voilà. Et l'actrice, je n'ai pas regardé, mais elle n'a pas 13 ans, très clairement. Elle joue excellemment bien, par ailleurs. Je ne sais pas si elle est adolescente ou adulte, mais elle joue excellemment bien, je tiens à le dire. Et du coup, cette jeune fille va atterrir dans une sorte de squat dans lequel elle va se droguer, ou en tout cas elle va essayer une drogue, supposément, et elle va se faire tatouer sur le bras, donc la lettre A priori, et elle va être donc récupérée par sa mère parce qu'elle a fait une sorte de bad trip ou d'overdose, on ne sait pas trop, et sa mère va essayer de gérer tout ça, notamment avec l'arrivée de son frère, qui est un drogué depuis plusieurs décennies, qui essaye plus ou moins de s'en sortir et qui traîne des choses avec lui pas très glorieuses.
Et le tout sous fond de métaphores vis-à-vis du virus du VIH. Donc le film se passe dans les années 80, a priori. Mais il y a quelques détails qui font que on n'est pas à 100% dans les années 80. On est un petit peu dans une uchronie en fait. Et du coup, tout ce qui est symbolique du VIH, etc., va servir de prétexte, puisque on a affaire à une sorte de maladie qu'on connaît pas trop, qui fait un truc très bizarre, puisqu'elle transforme les gens en statues de marbre. Et elle semble préférentiellement au départ viser les homosexuels. Donc on est clairement dans cette époque où on pensait que le VIH était un peu la maladie des hommes homosexuels, très clairement, avant de se rendre compte que en fait ça pouvait toucher tout le monde et que c'était une maladie sexuellement transmissible, etc. Et du coup le film va pas mal s'inspirer de cette panique collective qu'il y a un peu eu à l'époque où toute personne qui était considérée un peu comme gay, même d'apparence, était considéré comme pouvant transmettre le virus en fait. Et du coup le film va jouer un peu avec cette psychose là pour aussi nous présenter une psychose sur ces personnages principaux qui va un peu s'inspirer de tout ça et de ce que fait cette maladie fictive aux gens. On va également avoir des scènes de psychose dans un hôpital puisque la mère de Alpha travaille dans un hôpital. Et du coup, elle va devoir gérer à la fois cet hôpital qui essaye de se protéger de tout ça, elle qui essaye de protéger sa famille et en même temps de soigner des gens. Donc on va avoir tout un environnement comme ça qui va servir de métaphore à toutes ces choses-là, et donc je vais essayer de démêler tout ça, puisque en fait de toute cette intrigue se dégage surtout un thème principal qui va être l'immobilisme. Ça peut paraître abscon dit comme ça, mais en fait tout dans ce film renvoie à une forme d'immobilisme, et une forme d'immobilisme qui finit par tuer les gens. Donc de manière très premier degré, avec cette maladie qui transforme les gens littéralement en statues, donc immobiles. En plus, en statue de marbre, ce n'est pas pour rien, puisque c'est un matériau relativement noble qu'on va souvent retrouver dans des bâtiments qui restent très longtemps debout, sur des vieilles pierres tombales, des choses comme ça. Ça ressemble un peu à ce genre de matériaux qu'on utilise sur des pierres tombales, notamment, puisqu'ils sont un petit peu décoratifs, etc. Et on va avoir vis-à-vis de ces décorations et justement de ce matériau ancien, entre guillemets, qui fait ancien, toute une métaphore sur le traditionnalisme. Notamment la famille de Alpha, et donc de la mère de Alpha aussi, et toute cette famille-là, est une famille de tradition berbère. Et il va y avoir tout un truc autour de cette tradition berbère vis-à-vis d'une superstition que la grand-mère du coup va appeler le sable rouge, si je ne me trompe pas. Et du coup, notamment une scène où l'oncle, donc le frère de la mère, va faire une overdose dans l'appartement familial, et où la mère, pour conjurer entre guillemets le sort parce qu'elle pense son fils possédé, va le badigeonner d'eau, notamment dans la bouche. Or, le fils est en train de faire un arrêt cardiaque et ça empire les choses. Et donc, on va avoir toute cette opposition entre la mère qui est garante d'une certaine tradition qui risque de tuer son propre fils, et la sœur qui, elle, est médecin et essaye à tout prix de le sauver en lui faisant un massage cardiaque et en essayant d'écarter sa mère à tout prix du potentiel cadavre de son frère, en fait, puisqu'elle lui ferait plus de mal que de bien. Notamment, on va également avoir cette notion d'immobilisme sur le personnage du frère, puisque il est aussi dans une forme d'immobilisme vis-à-vis de sa consommation de drogue, notamment, puisque il est bloqué depuis des années à faire des rechutes, etc., et que cette rechute et cette consommation de drogue, notamment par piqûre interposée, va finir par le tuer lui aussi. On va également avoir cette notion d'immobilisme qui commence à se graver chez la fille, puisque le film commence par littéralement un tatouage, donc quelque chose qui est indélébile et ancré sur la fille. Et on va avoir aussi cette notion d'immobilisme dans le fait que cette famille est bloquée et semble être bloquée, en fait, non pas dans une boucle temporelle, mais être perdu un petit peu dans le temps. Le film va pas mal mélanger sa narration en insérant des passages où le frère n'est plus censé être là, mais en fait on le voit encore, des passages où il va carrément disparaître, et des moments comme ça où le film va se permettre de brouiller les pistes en fait dans sa narration pour nous montrer que même dans la narration, cette famille est quelque part perdue dans le temps
puisqu'elle n'arrive pas à se débarrasser de ces chaînes qu'elle a au pied vis-à-vis des traumas passés, etc. Traumas qui vont donc se répercuter sur la fille par la notion du tatouage qui est faite dans un environnement non sécurisant, hein, parce qu'une jeune fille de 13 ans n'est pas censée se retrouver dans un squat comme ça. Quand bien même le film se passe dans les années 80, une période qui était un peu plus libre. Et d'ailleurs, je vais revenir sur cette notion d'années 80, parce qu'il y a quelques éléments qui ne font pas années 80, quelques petits anachronismes comme ça, notamment verbaux, qui font que ça brouille aussi les pistes vis-à-vis de cette temporalité. Non pas que le film ne se passe pas à cette époque-là, il n'y fasse pas écho, mais certaines choses font écho aussi à notre époque, notamment dans la manière dont les personnages s'expriment, notamment sur certaines remarques que font certains personnages par moment, qui sont plus orientés années 2010-2020 que années 80. Et je pense que cela a aussi pour but de montrer quelque part que ça se propage encore aujourd'hui quelque part. Qu'en fait, la marque est toujours là, et elle sera toujours là tant qu'on n'arrivera pas à se séparer de nos démons du passé quelque part. Donc ce qui pourrait passer comme un anachronisme et donc une erreur est réutilisé d'une manière plutôt intelligente par Julia Ducournau pour nous insérer encore plus dans cette idée que ces personnages sont tous perdus. Même la mère qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, hein, au final elle a un travail stable, etc. Elle aussi, elle est complètement perdue, que ce soit avec sa fille dont elle ne sait pas quoi faire, avec son frère qu'elle n'arrive pas à gérer en fin de compte, qu'elle recueille par tradition entre guillemets parce qu'on n'abandonne pas la famille, tout ça, mais au final elle ne sait pas comment le gérer. Et le fait qu'elles doivent gérer aussi les patients de l'hôpital qui commence à être déserté de par la psychose collective et qu'elle se retrouve à devoir gérer un service entier à elle toute seule. Et donc ce personnage aussi est perdu entre guillemets dans ses attaches et dans son propre immobilisme en fait qui la force à aider les gens, alors que elle est confrontée à des gens qui soit ne peuvent pas être aidés, c'est-à-dire les patients de l'hôpital pour lesquels on n'a aucun traitement, ou alors qui ne veulent pas être aidés, c'est-à-dire son frère qui clairement veut se droguer à mort. Et tout ça, ça a des répercussions sur la seule personne qui pourrait aider et qu'au final elle laisse un peu de côté, qui est sa fille, qui est au final la seule personne qui pourrait encore aider. Parce qu'on se rend bien compte qu'à certains moments, on pense que sa fille est perdue, alors qu'en vérité, non. C'est la seule personne qui peut encore être aidée dans tout ce carcan familial. Et au final, c'est la seule personne qui s'aide toute seule parce qu'elle est plus ou moins livrée à elle-même. Donc il y a un peu toute cette idée-là qui est extrêmement bien développée et que, notamment, est extrêmement bien réalisée par Julia Ducournau. Clairement, il y a des plans qui sont incroyables. Elle sait réaliser des films, ça n'a jamais été le problème, ça a toujours été un peu son écriture le problème. Mais en termes de réalisation, il n'y a aucun souci avec elle, elle sait réaliser des plans très marquants. Je pense notamment à un plan dans une piscine avec du sang justement supposément contaminé, et il va y avoir justement un gros écho avec ce côté très anxiogène de l'époque. On pense qu'il y a du sang potentiellement contaminé, notamment qu'elle s'est fait piquer par une aiguille de tatouage, mais ça reste quand même une aiguille qui risquerait de la contaminer. Donc les gens, notamment les enfants, sont particulièrement dans la peur vis-à-vis de ça. Ils sont même cruels vis-à-vis de ça, mais dans une peur tout à fait, de leur point de vue, complètement légitime en fait. Et notamment, il y a une scène avec ça qui est absolument génialement foutue. Et globalement, en termes de réalisation, elle est parfaite, la scène. Et le film, de manière générale, est très très bon en termes de réalisation. Et il y a certaines choses sur lesquelles j'aimerais encore revenir. C'est que je trouve ça très curieux que Julia Ducournau, hein, qui donc de culture très franco-française, ait placé son intrigue de son film qu'elle a écrit avec des gens de culture berbère dans les années 80-90. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un discours beaucoup plus libre vis-à-vis de cette époque-là, parce que ça ne choque pas de ce contexte-là de voir des moments très très clichés liés à cette culture justement dans les années 80-90. Ce n'est absolument pas choquant de voir des gens fêter l'Aïd autour de plats traditionnels en parlant berbère, parce que j'ai pensé qu'ils parlaient arabe au début et en fait ils parlent berbère.
On le sait à un moment donné, notamment parce que la fille, donc Alpha, ne parle pas la langue et c'est la seule à ne pas comprendre ce que les gens se disent lors de ce repas. Ce qui crée encore une fois une distance entre elle et le reste de la famille et le reste du cocon familial quelque part. Et notamment, il y a une scène très touchante avec la grand-mère où au final, elles n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre et pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je trouve ça intelligent de sa part d'avoir mis justement ça dans ce contexte-là, parce que ça permet d'avoir un discours beaucoup plus ouvert vis-à-vis de l'émancipation. Puisque à cette époque-là, il y avait un côté beaucoup plus émancipateur, dans le sens positif du terme, des personnes vis-à-vis d'une culture qui était très carcan, patriarcale, etc., notamment chez les femmes. Il y a vraiment ce côté émancipation vis-à-vis d'un carcan très patriarcal, qui ensuite est revenu dans les années 2000-2010, est revenu de manière beaucoup plus fondamentaliste par le biais de la religion. Mais il y a eu une époque où le principal objectif des femmes de cité, c'était de s'émanciper de ce carcan, justement, de ce carcan traditionnaliste, et de vivre leur vie, entre guillemets, à la française, mais pas vraiment à la française au final, de trouver leur propre voie, mais qui était beaucoup plus en accord avec une idée de libération de la femme. Donc c'est très intelligent de sa part d'avoir principalement mis des femmes en scène dans ce contexte-là. Surtout sur un film qui est une ode à l'émancipation quelque part. Puisque chaque personnage cherche ou devrait s'émanciper de quelque chose et est retenu par quelque chose qui l'en empêche. Et justement, la leçon du film est un peu ce à quoi la fin fait référence, c'est que justement, il faut arriver, non pas à oublier, mais arriver à s'émanciper de ces choses qui nous maintiennent dans une sorte d'immobilisme pour aller de l'avant, justement. Et c'est complètement le message du film à la fin, puisque on a l'image du frère, justement, que la mère d'Afa n'a pas pu sauver, qui disparaît dans le sable, le fameux sable rouge quelque part, de la tradition familiale, tout ça. Et ça se fait au pied de l'appartement familial dans lequel la mère et sa fille retournent. Donc elles n'oublient pas leur famille, parce que leur famille est un socle, mais clairement elles se sont émancipées de quelque chose qui ne les faisait pas avancer. Parce qu'au final, elles se sont rendues compte que tout le monde de leur famille a fini par trouver sa voie. C'est-à-dire que les autres personnes, il s'avère que je crois que c'est toutes des filles, ont trouvé leur voie, se sont émancipées quelque part. Donc c'est encore un mouvement très intelligent de la part de Julia Ducournau. C'est pour ça que je dis que son film est d'une complexité, d'une intelligence rare en fait. C'est qu'elle arrive à présenter tout plein de formes d'émancipation possible ou de carcans qui nous maintiennent dans une forme d'ignorance ou dans une forme de mort quelque part, vu que c'est représenté comme ça. L'immobilisme est représenté comme une mort dans ce film par la maladie en fait, qui transforme en pierre. Et en fait, elle arrive à nous présenter tout ça dans un film ayant un peu de body horror, mais pas vraiment de l'horreur en fait, plus de la body modification on pourrait dire, qui n'est pas sans rappeler certains films de Cronenberg. Cronenberg a beaucoup fait ça, fait des films avec des modifications corporelles qui n'étaient pas des films d'horreur, ou qui étaient par exemple des thrillers. Par exemple, Scanners n'est pas un film d'horreur, c'est un thriller avec des têtes qui explosent. C'est pas un film d'horreur. Et je trouve qu'elle a un côté très Cronenberg là-dedans, et qu'elle a trouvé son équilibre, justement, à ne plus faire dans l'horrifique, et à faire des drames avec cette présentation-là, qui permettent d'être beaucoup plus immersive et beaucoup plus dans la métaphore, donc d'aller beaucoup plus loin dans la représentation de ce qu'elle essaye de montrer. Dans la représentation métaphorique de ce qu'elle essaye de montrer, elle va beaucoup plus loin que si on avait fait juste un drame familial avec une famille berbère. Ça va beaucoup plus loin que ça, et son écriture montre que justement elle a travaillé son texte et que là elle nous a fait un vrai film et pas une espèce de mouture dégueulasse faite pour faire des palmes d'or qui était Titane. Là ça change du tout au tout, elle nous a fait un vrai film et son film est exceptionnel. Je le recommande très 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 chaudement. Voilà. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à la partager autour de vous pour faire grandir la chaîne, ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, salut.